Mon père a détruit mon enfance à l'âge de 8 ans lorsqu'il a murmuré « Ce sera notre petit secret, ma petite étoile ». Ces mots, comme des chaînes invisibles, m'ont emprisonné dans un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Émilie, mais vous pouvez m'appeler Mamie Rose. À 68 ans, je porte en moi une histoire que j'ai gardée enfouie pendant plus de 6 décennies. Une histoire si douloureuse que même mes enfants ne la connaissent pas entièrement. Je viens d'un petit village du Nebraska, né en 1957, et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce fardeau, non pas pour chercher la pitié, mais pour crier une vérité qui doit être entendue. Si mon histoire vous touche, je vous en prie, laissez un « j'aime » sur cette vidéo et commentez « courage » pour me montrer que vous êtes avec moi dans ce voyage douloureux. Dites-moi aussi d'où vous regardez, que je puisse sentir votre présence à mes côtés. Maintenant, asseyez-vous, écoutez et ressentez la colère qui devrait bouillir en vous face à l'injustice que j'ai subie. Voici mon histoire. Nous vivions dans le quartier d'Oakwood, un coin modeste mais chaleureux, où les familles travaillaient dur, où les maisons sentaient le pain frais et où les enfants jouaient librement dans les rues. Mon père, Jacques, était mécanicien, un homme robuste avec des mains calleuses, toujours taché de graisse, qui gérait un petit garage derrière notre maison. Ma mère, Marguerite, était couturière, passant ses journées à coudre des robes et à réparer des vêtements pour tout le voisinage. Aux yeux de tous, nous étions une famille exemplaire. Nous allions à l'église tous les dimanches. Notre maison était impeccable et personne n'aurait osé dire du mal de nous. J'étais leur unique enfant, un miracle, disait ma mère. Après 3 fausses couches, les médecins lui avaient juré qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ma naissance fut une bénédiction, un don du ciel. « Émilie est notre trésor », répétait mon père aux visiteurs, un sourire éclatant aux lèvres. Aucun argent au monde ne pourrait acheter le sourire de cette petite. Et je souriais. Oh oui, je souriais beaucoup. J'aimais jouer avec les poupées de chiffon que ma mère confectionnait, courir après les poules dans la cour, dessiner à la craie sur le trottoir. J'étais une enfant heureuse, convaincue que le monde était bon, que les gens voulaient mon bien. Quelle naïveté, quelle erreur tragique. La première fois que j'ai senti quelque chose d'étrange, j'avais 6 ans. J'étais dans mon bain, jouant avec l'eau mousseuse, quand Jacques s'est entré sans frapper. J'ai rougi, essayant de me cacher avec mes petites mains, mais il a ri doucement. « Ne sois pas bête, Émilie, je suis ton père. Tu n'as pas à avoir honte devant moi. » Il est resté là, à me regarder, un sourire sur les lèvres, un sourire que je comprends aujourd'hui comme malsain, tordu, répugnant. À l'époque, je me suis dit que j'imaginais des choses. Après tout, c'était mon père, l'homme censé me protéger, celui qui réparait mes jouets cassés, qui m'emmenait manger une glace après la messe. Les pères ne font pas de mal à leurs filles, n'est-ce pas? Oh, comme j'avais tort! À 7 ans, son affection a commencé à changer. Jacques était toujours tactile. Il me prenait dans ses bras, m'embrassait sur la joue, me serrait fort contre lui. Tout le monde trouvait ça charmant. Jacques, c'est un père tellement dévoué, disaient les voisins, les yeux brillants d'admiration. Mais petit à petit, ses gestes sont devenus trop insistants. Un câlin qui durait trop longtemps, une main qui s'attardait là où elle n'aurait jamais dû. Un baiser qui frôlait trop près de mes lèvres. « C'est parce que je t'aime plus que tout au monde », murmurait-il quand je me crispais. Un père a le droit d'aimer sa fille comme il veut. Ma mère, épuisée par ses longues journées de couture, partait tôt le matin et rentrait tard, souvent trop fatiguée pour remarquer quoi que ce soit. Jacques profitait de ses absences. Au début, c'était subtil. Une caresse dans le dos qui descendait trop bas, un baiser sur le cou déguisé en jeu, des compliments malsains. « Tu deviens si jolie, Émilie », disait-il, passant sa main dans mes cheveux. « Tu vas briser bien des cœurs quand tu seras grande. » J'avais un nœud dans l'estomac, l'envie de fuir, mais où?
C'était ma maison, c'était mon père, l'homme censé être mon rempart contre le mal. Quand j'ai eu 8 ans, tout a empiré. Par une nuit froide, alors que ma mère dormait, épuisée après une journée courbée sur sa machine à coudre, Jacques s'est assis près de moi sur le canapé du salon. J'étais enveloppée dans une couverture, regardant la télévision. « Viens là, ma petite étoile », a-t-il dit, ouvrant grand ses bras. « Viens réchauffer ton papa. » Je me suis approchée sans réfléchir. C'était mon père, après tout, le héros de mon enfance, celui qui racontait des histoires avant de dormir, qui me faisait rire avec ses blagues idiotes. Il m'a attirée sur ses genoux, me couvrant de la couverture. Pendant un instant, tout semblait normal. Puis ses mains ont glissé sous la couverture, là où personne ne pouvait les voir, touchant des endroits qu'aucun père ne devrait toucher. « Papa, c'est bizarre », ai-je murmuré, essayant de me dégager. « Ce n'est pas bizarre, ma chérie », a-t-il chuchoté à mon oreille, son souffle chaud me donnant la chair de poule. « C'est comme ça que les pères montrent leur amour à leurs filles, mais c'est notre petit secret, d'accord? Ta mère ne comprendrait pas, elle serait jalouse. » Notre petit secret. Ces mots me hantent encore, comme une malédiction gravée dans mon âme. Ce n'était pas un jeu, pas une chose spéciale entre nous. C'était le début d'un abus qui allait détruire mon enfance. Cette nuit-là, après avoir fini ce qu'il voulait, il m'a envoyé dans ma chambre avec une menace glaciale. « Si tu parles à quelqu'un, ils t'emmèneront. Ils te mettront dans un orphelinat où les enfants sont maltraités. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? » Ah, son cher moi. J'avais 8 ans. Bien sûr que je l'ai cru. Pourquoi mon père mentirait-il? À partir de ce jour, une nouvelle routine s'est installée dans notre maison. Le jour, nous étions la famille parfaite. Jacques, le mécanicien respecté, Marguerite, la couturière talentueuse, et moi, la petite fille sage qui obtenait de bonnes notes à l'école. Mais la nuit, quand ma mère dormait, notre maison devenait un cauchemar. Il venait dans ma chambre, toujours après s'être assuré que ma mère était profondément endormie. Il ouvrait la porte sans bruit, s'asseyait au bord de mon lit. « Ma petite étoile, c'est l'heure de notre secret », murmurait-il. Je faisais semblant de dormir, je faisais semblant d'être ailleurs, je créais des mondes entiers dans ma tête, volant au-dessus des nuages, nageant au fond de la mer, courant dans des champs de fleurs, toutes pour échapper à la réalité de cette chambre sombre. À l'école, l'Émilie souriante et bavarde a commencé à disparaître. J'étais devenue une fille silencieuse, le regard perdu. Mes notes ont chuté. Je ne voulais plus jouer avec les autres enfants. Je préférais rester seule, dessinant dans un coin, inventant des histoires où des filles comme moi étaient sauvées par des anges gardiens. Madame Larson, mon institutrice, une femme douce mais naïve, a remarqué mon changement. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie? Tu sembles triste », m'a-t-elle demandé un jour. J'ai failli tout lui dire, j'ai failli trahir notre petit secret. Mais les menaces de Jacques résonnaient dans ma tête. L'orphelinat, la maltraitance, la douleur qu'il infligerait à ma mère si elle savait. « Rien, madame, je suis juste fatiguée », ai-je répondu, la gorge serrée. Fatiguée. Quel mot faible pour décrire ce que je ressentais. J'étais épuisée, épuisée de faire semblant, épuisée de sourire quand je voulais hurler, épuisée de vivre 2 vies, la petite fille normale le jour, la victime la nuit. Un nouvel élément dans cette histoire me rend encore folle de rage aujourd'hui. Jacques, cet homme abject, avait trouvé un moyen de renforcer son emprise sur moi et sur la communauté. Il avait soudoyé le révérend Thomas, le pasteur de notre Église, un homme que tout le monde vénérait. Jacques lui offrait des réparations gratuites pour sa voiture en échange de son silence et de son soutien. Quand des rumeurs ont commencé à circuler,
des voisins qui trouvaient étrange que Jacques soit si proche de moi, le révérend Thomas intervenait, affirmant avec sa voix mielleuse « Jacques est un père exemplaire. Ses ragots sont indignes de notre communauté. » Cette trahison, cette complicité d'un homme censé représenter la morale, me met encore hors de moi. Comment un homme de foi pouvait-il fermer les yeux sur une telle horreur? Comment pouvait-il choisir l'argent et la facilité plutôt que la vérité? Chaque fois qu'il me souriait à l'église, me tapotant la tête comme si j'étais une enfant modèle, j'avais envie de crier, de le dénoncer devant tous. Mais j'étais une petite fille, terrifiée, prisonnière d'un secret qui pesait plus lourd que mes 8 ans ne pouvaient porter. Un autre personnage est entré dans ma vie à cette époque. Tommy, un garçon du voisinage, bruyant et cruel, qui adorait se moquer de moi. « Pourquoi t'es toujours toute seule, Émilie? T'as peur de ton ombre ou quoi ?» lançait-il en riant avec ses amis. Ses moqueries étaient comme des coups de couteau dans mon cœur déjà brisé. Il ne savait rien de ce que je vivais, mais sa méchanceté gratuite aggravait mon sentiment d'isolement. Je me sentais comme une étrangère dans mon propre monde, une paria parmi les enfants de mon âge. Tommy, avec son sourire narquois, représentait tout ce que je détestais, l'insouciance cruelle de ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui jugent sans connaître. À 9 ans, Jacques a ajouté une nouvelle couche à mon enfer. Après chaque abus, il me donnait un cadeau, un collier, un bracelet, une petite babiole qu'il me forçait à porter. « C'est pour te montrer à quel point je t'aime », disait-il, ses yeux brillants d'une lueur perverse. Le pire était ce collier, un médaillon en forme de cœur qu'il m'obligeait à porter en public, même à l'école. « Ne l'enlève jamais, ma petite étoile, c'est le symbole de notre lien spécial. » Ce bijou était une chaîne invisible, un rappel constant de son contrôle, de ma honte. Les gens le complimentaient, disant « Oh, Émilie, quel joli collier, ton père t'aime tellement. » Chaque mot était une torture. Ils ne voyaient pas que ce collier était une marque, un trophée de sa domination, un signe de ma captivité. Je me souviens encore de la colère qui montait en moi, une rage impuissante face à cette hypocrisie. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment pouvait-il louer un monstre déguisé en père aimant? Ce collier, je le haïssais, mais je n'osais pas l'enlever. Jacques vérifiait tous les jours, et s'il ne le voyait pas, il me punissait. Pas physiquement, pas encore, mais avec des mots qui coupaient plus profondément qu'un couteau. « Tu es ingrate, Émilie, après tout ce que je fais pour toi. » Ma mère, Marguerite, était mon seul refuge, mais elle était si accaparée par son travail qu'elle ne voyait rien. Elle partait à l'aube, revenait à la tombée de la nuit, les yeux cernés, les doigts abîmés par les aiguilles. « Émilie, tu maigris », me disait-elle parfois, mesurant ma taille pour une nouvelle robe. « Et ces cernes, tu dors mal ?» Si seulement elle savait pourquoi. Si seulement elle pouvait deviner ce qui se passait quand elle fermait les yeux, terrassée par la fatigue. Mais comment lui dire? Comment détruire notre famille? Comment lui faire voir que l'homme qu'elle aimait, celui avec qui elle partageait son lit, était un prédateur? Alors je mentais. « Je vais bien, maman. Je travaille beaucoup à l'école. » Les années passaient et l'abus continuait. De 8 à 12 ans, j'ai vécu une double vie. Pour le monde, j'étais la fille de Monsieur Jacques et Madame Marguerite, une enfant polie qui aidait sa mère à coudre et réussissait à l'école, malgré des hauts et des bas. La nuit, j'étais la victime d'un monstre qui aurait dû être mon protecteur. À l'école, Madame Larson continuait de s'inquiéter. Elle me prenait à part, me posait des questions, mais Jacques avait une réponse à tout. « Émilie est juste un peu sensible », disait-il avec un sourire charmeur. « Vous savez comment sont les filles à cet âge. » Et Madame Larson hochait la tête, convaincue, comme tous les autres. Cette crédulité me rendait folle.
Comment pouvait-il ne rien voir? Comment pouvait-il croire ces mensonges si évidents? Mais Jacques était malin. Il savait manipuler, charmer, détourner les soupçons. Et le révérend Thomas, ce traître, renforçait son image de père parfait. « Jacques est un pilier de notre communauté », déclarait-il lors des sermons, me regardant droit dans les yeux, comme pour me défier de parler. Cette hypocrisie, cette complicité, me donnait envie de hurler, de tout casser, de brûler cette église qui protégeait un monstre. À 12 ans, quelque chose a changé. Ma mère a commencé à recevoir plus de commandes de couture, ce qui signifiait plus d'argent, mais aussi plus d'absence. Un grand magasin du centre-ville avait engagé ses services et elle passait des journées entières à livrer et récupérer des travaux. « Prends soin d'Émilie » demandait-elle à Jacques avant de partir. « Ne la laisse pas seule. » Et lui, avec ce sourire qui me glaçait le sang, répondait « Ne t'inquiète pas, Marguerite. Je m'occuperai de notre petite étoile comme personne. » Ces mots, chargés d'une promesse perverse, me donnaient des frissons. Avec ma mère absente plus souvent, Jacques devenait plus audacieux. Il ne se contentait plus d'attendre la nuit. Il m'approchait dès qu'elle partait, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salon. Chaque pièce de la maison devenait un lieu de cauchemar. « On est de plus en plus proches, n'est-ce pas, ma petite étoile ?» disait-il en me touchant. C'est notre secret spécial. Qui est ça? J'ai rencontré Sarah à cette époque. Une nouvelle voisine de mon âge, vive et intelligente, qui est rapidement devenue ma meilleure amie. Pour la première fois, j'avais quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui semblait comprendre sans juger. Un après-midi, alors que nous écoutions des disques dans sa chambre, elle m'a posé une question qui m'a désarçonnée. « Émilie, pourquoi tu te crispes dès que ton père s'approche? » J'ai voulu nier, trouver une excuse, mais j'étais si fatiguée de porter ce secret seule. « Sarah, si je te dis quelque chose, tu promets de ne le répéter à personne. » Elle a hoché la tête, les yeux pleins de compassion, et je lui ai tout raconté. Les attouchements, les visites nocturnes, le secret qui durait depuis que j'avais 8 ans. Sarah a pâli, des larmes coulant sur ses joues. « Émilie, c'est de l'abus, » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Ton père est un monstre, il faut le dire à ta mère. »« Je ne peux pas, » ai-je répondu, pleurant aussi. « Elle l'aime, ça détruirait notre famille. »« Il te détruit déjà, » a-t-elle insisté. « Et s'il ne s'arrête jamais ?» Les mots de Sarah ont planté une graine de courage en moi, mais la peur était plus forte. À 12 ans, je comprenais que ce que faisait Jacques était mal, que ce n'était pas de l'amour, mais un crime. Pourtant, j'étais paralysée par la peur de ce qui arriverait si je parlais, par la peur que personne ne me croie, par la peur de briser le cœur de ma mère. Mon corps changeait, la puberté s'installait, et cela ne faisait qu'aggraver la situation. Jacques semblait fasciné par ces transformations, ses commentaires devenant de plus en plus malsains. « Tu deviens une vraie jeune femme, » disait-il, m'observant à travers l'entrebâillement de la porte pendant que je me changeais. « Bientôt, tu seras une femme. » Ce mot, « femme », dans sa bouche, sonnait comme une menace. Comme s'il attendait quelque chose de pire, quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Et moi, je comptais les jours, non pas pour devenir femme, mais pour grandir, partir, échapper à cet enfer. À 14 ans, je vivais dans une prison invisible, où chaque pas était surveillé, chaque souffle empoisonné par la peur de Jacques. Ce monstre, mon père, ne se contentait plus de me voler dans l'ombre de la nuit. Il désormais osait étendre son emprise à la lumière du jour, sabotant ma vie avec une audace qui me donnait envie de hurler jusqu'à ce que le monde entier entende ma douleur. La maison, autrefois un refuge, était devenue un tombeau où mes rêves d'enfant s'éteignaient un à un. Marguerite, ma mère,
continuait à coudre sans relâche, ignorant que chaque point qu'elle faisait renforçait les chaînes que Jacques forgeait autour de moi. Et lui, ce prédateur déguisé en père aimant, trouvait toujours de nouveaux moyens de me briser, de m'isoler, de m'enfermer dans notre petit secret. Ce secret, ce poison, me rongeait de l'intérieur, et la rage qui montait en moi, une rage impuissante, brûlante, dévorante, menaçait de m'engloutir. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar qui allait atteindre des sommets d'horreur, des profondeurs de trahison qui me donnent encore des frissons de colère rien qu'en y repensant. Jacques devenait plus audacieux, plus cruel. Il ne se contentait plus d'attendre que ma mère s'endorme pour venir dans ma chambre. Maintenant, dès qu'elle quittait la maison, il trouvait une excuse pour m'approcher. Dans la cuisine, alors que je faisais la vaisselle, il se collait à moi, murmurant « Tu es si jolie, ma petite étoile ». Dans la salle de bain, il entrait sans frapper, prétendant vérifier si j'avais besoin de serviettes. Dans le salon, il m'attirait sur ses genoux sous prétexte de « passer du temps ensemble ». Chaque pièce de notre maison était souillée par sa présence, chaque instant volé par son regard pervers. Et ce collier, ce maudit médaillon en forme de cœur qu'il m'obligeait à porter, était comme une laisse autour de mon cou. « Ne l'enlève jamais », répétait-il, ses yeux brillants d'une satisfaction malsaine. Les voisins, aveuglés par son charme, continuaient à le complimenter. « Quel père attentionné !» disait-il, admirant ce bijou qui, pour moi, était un symbole de ma captivité. Cette hypocrisie me rendait folle. Comment pouvait-il ne pas voir? Comment pouvait-il louer un monstre qui détruisait sa propre fille sous leurs yeux? Mais Jacques ne s'arrêtait pas là. Dans un acte de manipulation abjecte, il a saboté la machine à coudre de ma mère, la vieille Singer qu'elle chérissait, celle qui lui permettait de gagner notre vie. Un matin, alors que Marguerite essayait de l'utiliser, la machine s'est mise à grincer, puis à s'arrêter complètement. « C'est bizarre », a-t-elle murmuré, perplexe. Jacques, avec un air faussement inquiet, a proposé de la réparer dans son garage. « Ne t'en fais pas, Marguerite, je m'en occupe. » Bien sûr, il n'a rien réparé. Il a délibérément aggravé le problème, rendant la machine inutilisable pendant des semaines. Pourquoi? Pour forcer ma mère à passer plus de temps hors de la maison, à chercher des pièces de rechange, à livrer ses commandes à pied, à s'épuiser encore plus. Plus elle était absente, plus il avait de temps pour m'atteindre. Cette trahison, saboter l'outil de travail de sa propre femme pour assouvir ses désirs ignobles, me fait encore bouillir de rage. Comment un homme pouvait-il être aussi calculateur, aussi dépourvu d'humanité? Comment pouvait-il détruire non seulement sa fille, mais aussi la femme qu'il aimait aveuglément? Et puis, il y avait Madame Carter, une voisine bavarde et malveillante, qui ajoutait à mon calvaire. Cette femme, avec ses sourires faux et ses yeux scrutateurs, adorait colporter des ragots. Elle avait remarqué que Jacques était souvent proche de moi, mais au lieu de s'inquiéter, elle a choisi de me blâmer. « Émilie est une fille troublée », murmurait-elle aux autres voisins. « Elle cherche l'attention de son père, vous savez, ces adolescentes toujours à provoquer. » Ces mots, ces accusations étaient comme des coups de poignard. Moi, provoquer, moi, chercher l'attention, alors que je faisais tout pour me rendre invisible, pour échapper à son emprise. La méchanceté de Madame Carter, son jugement cruel, me donnait envie de crier la vérité, de la confronter, de lui jeter au visage l'horreur que je vivais. Mais je ne pouvais pas. Jacques m'avait bien appris. Parler, c'était risquer tout perdre. Ma mère, ma maison, ma sécurité. Alors je ravalais ma colère, laissant ces ragots empoisonner l'air autour de moi. Jacques a franchi une nouvelle étape dans sa cruauté en forgeant une lettre, une fausse commande d'un prétendu client prestigieux du centre-ville.
La lettre, écrite avec une précision diabolique, demandait à Marguerite de livrer des robes tard le soir, à des heures où elle ne rentrait jamais d'habitude. « C'est une opportunité en or », a-t-il dit à ma mère, l'encourageant avec un sourire hypocrite. Marguerite, épuisée mais déterminée à améliorer notre situation, a accepté sans se douter de rien. Elle partait à la tombée de la nuit, me laissant seule avec lui. Ces soirs-là, Jacques était encore plus audacieux, encore plus terrifiant. Maintenant, c'est juste toi et moi, ma petite étoile, murmurait-il, fermant les rideaux pour que personne ne puisse voir. Cette manipulation, cette façon de tromper ma mère pour me piéger, était d'une bassesse qui me révolte encore. Il ne se contentait pas de m'abuser. Il orchestrait chaque détail pour s'assurer que personne ne pourrait m'aider. Sarah, ma meilleure amie, était la seule lumière dans cette obscurité. Elle voyait ma douleur, mes silences, mes tremblements quand Jacques s'approchait. « Émilie, il faut parler », me suppliait-elle, les larmes aux yeux. « Ce qu'il fait est un crime. Tu ne peux pas continuer comme ça. » Mais un jour, Jacques a surpris une de nos conversations. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau et m'a traîné dans le garage. « Si tu dis un mot à Sarah, je m'en prendrai à elle, » a-t-il grogné, son visage déformé par la colère. « Tu veux qu'elle souffre à cause de toi? Tu veux être responsable de ça? » Cette menace, cette tentative de me rendre complice de sa monstruosité, a brisé quelque chose en moi. Sarah était tout ce que j'avais, mon seul refuge, et maintenant, même elle était en danger. La peur m'étouffait, mais la rage, une rage pure, incandescente, commençait à prendre le dessus. Comment osait-il menacer ma meilleure amie? Comment osait-il me faire porter le poids de ses crimes? À l'école, j'essayais de résister à ma manière. Je verrouillais la porte de la salle de bain quand je me douchais, je prétendais avoir des migraines pour éviter ses câlins, je dormais avec la lumière allumée, sachant qu'il préférait l'obscurité pour ses visites nocturnes. Mais Jacques ne se laissait pas décourager. « Tu changes, ma petite étoile », disait-il, irrité, après que j'avais refusé un de ses câlins spéciaux. « Tu t'éloignes de ton père. »« Je grandis », ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre. « Je ne suis plus une enfant. » Ces mots l'ont rendu furieux. « Peu importe ton âge, tu seras toujours à moi, » a-t-il grondé, le mot « à moi » résonnant comme une sentence. Cette possessivité, cette idée que j'étais un objet, une propriété, me donnait des frissons d'horreur. J'étais une personne, pas une chose à posséder. Et pourtant, il me traitait comme si je n'avais ni volonté, ni âme. Un nouvel allié est apparu à cette époque. Monsieur Daniels, le conseiller d'orientation de l'école, un homme calme avec des lunettes épaisses et une voix douce. Il avait remarqué mon comportement. Mes notes en chute libre, mes silences en classe, mes regards absents. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. « Émilie, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, ses yeux pleins de compassion. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais envie de tout lui dire, de vider ce poison qui me tuait à petit feu. Mais alors, le révérend Thomas est entré dans la pièce, un sourire mielleux aux lèvres. « Jacques m'a parlé d'Émilie, » a-t-il dit à Monsieur Daniels. « Elle traverse une phase difficile, comme toutes les adolescentes, mais c'est une bonne famille, vous savez. Jacques est un père exemplaire. » Et quand Monsieur Daniels a hoché la tête, convaincu, et je suis resté là, pétrifié, la gorge nouée. Cette trahison, ce mensonge éhonté du révérend, m'a rempli d'une rage indescriptible. Comment cet homme, censé représenter la justice divine, pouvait-il protéger un monstre? Comment pouvait-il me regarder dans les yeux et mentir si effrontément? J'avais envie de hurler, de le secouer, de lui cracher la vérité au visage. Mais je n'ai rien dit. La peur, toujours la peur, me tenait en laisse. À 16 ans,
l'horreur a atteint un paroxysme que je n'oublierai jamais. Jacques, de plus en plus audacieux, a commencé à me suivre hors de la maison. Il apparaissait par hasard à la crèmerie où je retrouvais Sarah, à l'entrée du cinéma où nous allions avec des amis, au parc où nous discutions. « Je veux juste m'assurer que ma petite étoile est en sécurité », disait-il avec un sourire qui me glaçait le sang. Cette surveillance constante, cette intrusion dans les rares moments où je me sentais libre, était insupportable. Il ne me laissait aucun répit, aucun espace pour respirer. Et puis, il y avait Tommy, ce voisin cruel, qui continuait à se moquer de moi. « T'es collée à ton père? Hein, Émilie? Une vraie fille à papa !» lançait-il, riant avec ses amis. Ces mots, ces railleries, étaient d'une cruauté qui me donnait envie de disparaître. Il ne savait rien, mais ces paroles ravivaient ma honte, ma douleur, ma rage. Un jour, Jacques a franchi une ligne encore plus abjecte. Il m'a offert une nouvelle robe, une robe trop ajustée, trop adulte pour une fille de mon âge. « Mets-la ce soir », a-t-il ordonné, ses yeux brillants d'une lueur perverse. Je veux voir à quel point ma petite étoile est devenue belle. Cette robe, ce tissu qui collait à ma peau, était une nouvelle humiliation, une nouvelle façon de m'objectifier. Je la haïssais, mais je l'ai portée, terrifiée par ce qu'il ferait si je refusais. Quand il m'a vue, il a souri, un sourire qui m'a donné la nausée. « Tu es parfaite », a-t-il murmuré, ses mains s'attardant sur mes épaules. Cette scène, cette façon de me transformer en poupée pour son plaisir, me rend encore malade de rage. Comment un père pouvait-il regarder sa fille ainsi? Comment pouvait-il la réduire à un objet de ses désirs tordus? Mais le pire était encore à venir. Une nuit, alors que ma mère était partie livrer une commande, une de ces fausses commandes orchestrées par Jacques, il a frappé à ma porte. « Émilie, j'ai préparé du thé pour toi », a-t-il dit, sa voix faussement douce. J'étais dans ma chambre, verrouillée, essayant de réviser pour un contrôle. « Ouvre la porte ». J'ai trouvé ça étrange. Jacques ne faisait jamais rien dans la cuisine. C'était un travail de femme, comme il le disait toujours. « Je n'en veux pas, papa, je travaille », ai-je répondu, le cœur battant. Mais il a insisté, sa voix devenant plus dure. « Ouvre, Émilie, c'est du thé à la camomille, ça va t'aider à te détendre. » Il y avait quelque chose dans son ton, une fausse douceur qui me donnait la chair de poule. J'ai ouvert la porte, juste assez pour prendre la tasse. « Merci », ai-je murmuré, essayant de refermer, mais il a bloqué la porte avec son pied. « Bois devant moi. Je l'ai fait exprès pour toi. » Je regardais le liquide jaunâtre dans la tasse. Ça semblait normal, mais quelque chose en moi hurlait de ne pas le boire. « C'est chaud », ai-je dit, gagnant du temps. « Souffle dessus », a-t-il répondu, impatient. J'ai fait semblant de prendre une gorgée, inclinant la tasse sans toucher le liquide. « C'est bon, papa, merci », ai-je menti, espérant qu'il partirait. Mais il restait là, observant, attendant. « Finis tout », a-t-il ordonné, son ton devenant menaçant. « Je veux te voir le boire. » À cet instant, j'ai su qu'il y avait quelque chose dans ce thé. Mais que pouvais-je faire? Si je refusais, il me forcerait. Si je le jetais, il le verrait. J'étais piégée, comme toujours. Alors, j'ai pris une petite gorgée, priant pour que, en petite quantité, ça ne me fasse rien. Le goût était légèrement amer, différent de la camomille habituelle. J'ai espéré que c'était mon imagination. « Voilà, c'était pas si difficile », a-t-il souri, retirant enfin son pied de la porte. « Finis le reste et repose-toi. Tu es trop tendu. »
Dès qu'il est parti, j'ai couru à la fenêtre, l'ai ouverte, et j'ai jeté le reste du thé dans les buissons de la cour. Mon instinct, aiguisé par des années de survie, me disait que ce thé n'était pas innocent. Mais environ 20 minutes plus tard, j'ai commencé à sentir une étrange torpeur. Ma vision s'est troublée, mes membres sont devenus lourds. Même la petite gorgée que j'avais prise faisait effet. J'ai essayé de lutter, me levant, marchant dans la pièce, m'aspergeant le visage d'eau froide. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je n'avais pas réalisé qu'il avait une clé de secours. Comment avais-je pu être si naïve? Le thé commence à faire effet, ma petite étoile. Sa voix semblait venir de loin, bien qu'il soit à l'entrée de ma chambre. J'ai essayé de crier, mais ma langue était comme du coton. J'ai essayé de courir, mais mes jambes ne répondaient plus. Qu'est-ce que tu as mis dans le thé? Ai-je balbutié, les mots sortant à peine. Juste de quoi t'aider à te détendre, à profiter de notre moment spécial. Ces mots, moment spécial, m'ont rempli d'une terreur comme je n'en avais jamais connue. Ce n'était pas comme les autres fois. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de calculé, de prémédité. Et puis, j'ai entendu un autre bruit, des pas dans le couloir. Jacques a souri, un sourire qui m'a glacé le sang. J'ai invité un ami ce soir, Émilie. Carl va nous rejoindre. Il veut voir à quel point ma petite étoile est spéciale. Carl. Cet homme, un vague ami de Jacques, un type louche qui traînait parfois au garage, avec ses regards fuyants et son rire gras. L'idée qu'il soit là, qu'il soit impliqué, qu'il puisse regarder, ou pire, était une horreur que je ne pouvais pas concevoir. « Non, papa, non, s'il te plaît » ai-je murmuré, rampant sur le sol, mon corps refusant d'obéir. « Chut, ma chérie » a-t-il dit, s'approchant de moi. « Ce sera différent aujourd'hui, très spécial. » Ce qui s'est passé ensuite est presque impossible à décrire, même après tant d'années. Le sédatif, que j'ai appris plus tard être un médicament puissant, ne m'a pas fait perdre connaissance. J'étais dans un état de semi-conscience, capable de comprendre tout ce qui se passait, mais incapable de réagir, de me battre, de fuir. C'était comme être piégé dans un cauchemar où l'on essaie de crier, mais aucun son ne sort, où l'on essaie de courir, mais les jambes ne bougent pas. Je sentais ses mains, j'entendais sa respiration, je percevais chaque mouvement, mais j'étais paralysée, impuissante, comme une spectatrice d'un film d'horreur dont j'étais la protagoniste. Et Carl était là, dans l'ombre, riant doucement, murmurant des choses que je ne veux pas répéter. Sa présence, son regard, sa complicité dans cette abomination était une trahison d'une autre sorte. Jacques ne se contentait pas de me détruire. Il voulait me partager, m'exhiber comme un trophée. Cette idée, cette humiliation ultime, me remplit encore d'une rage qui me donne envie de tout casser. Comment un père pouvait-il tomber si bas? Comment un homme, n'importe quel homme, pouvait-il participer à une telle horreur? Je voulais hurler, les maudire, les faire payer, mais mon corps était une prison et mon esprit un champ de bataille. Au milieu de cet enfer, j'ai entendu un bruit dans le salon. La porte d'entrée s'est ouverte, des pas ont résonné dans le couloir. La voix de ma mère, claire et inquiète. « Jacques? Émilie? Je suis rentrée plus tôt. Madame Dubois n'était pas là. » Pour la première fois, j'ai vu de la panique dans les yeux de Jacques. Il ne s'attendait pas à ce que Marguerite revienne si tôt, il n'avait pas prévu ça. « Jacques, où es-tu? » Les pas se rapprochaient. Jacques a essayé de se ressaisir, de cacher ce qu'il faisait, mais il était trop tard. Carl se lâche, a filé par la fenêtre, disparaissant comme le rat qu'il était. La porte de ma chambre s'est ouverte en grand, et là, sur le seuil, se tenait ma mère. Son visage, toujours si doux, s'est transformé en un masque d'horreur.
Ses yeux se sont écarquillés. Sa bourse est tombée au sol avec un bruit sourd. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? » Le temps semblait s'être arrêté. Jacques s'était figé. Moi, encore sous l'effet de la drogue, j'essayais de parler, de bouger, mais je ne pouvais émettre que des sons incohérents. « Marguerite, ce n'est pas ce que tu crois, » a balbutié Jacques, sa voix tremblante pour la première fois depuis que je le connaissais. « La petite est malade, elle a de la fièvre, Taise-toi !» Le cri de ma mère a déchiré l'air, un cri d'une force que je ne lui connaissais pas. Elle, si douce, si contenue, hurlait avec une fureur venue des profondeurs de son âme. « Éloigne-toi d'elle, maintenant !» Jacques a tenté de s'approcher d'elle, de poser une main sur son bras, de s'expliquer, mais elle a reculé comme si son contact la brûlait. « Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi !» Elle s'est précipitée vers moi, semi-consciente sur le lit. « Émilie, mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Parle-moi, ma chérie. » J'essayais de répondre, mais ma langue refusait d'obéir. « Maman, le thé, il a mis quelque chose. » Même dans mon état, j'ai vu la compréhension envahir ses yeux, puis une chose que je n'avais jamais vue chez elle. Une haine pure, viscérale, la fureur d'une mère qui découvre que son enfant a été blessé. Elle s'est tournée vers Jacques, qui continuait à bafouiller des excuses. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans ma mémoire comme une scène d'un autre monde. Marguerite, cette femme frêle et délicate, s'est jetée sur lui comme une lionne. Elle l'a frappé au torse, griffé, criant des mots que je ne l'avais jamais entendu prononcer. « Monstre! Démon! Comment as-tu pu? Ta propre fille! » Jacques, pris par surprise, reculait jusqu'à heurter le mur. Pour la première fois, je voyais de la peur dans ses yeux. Lui, le tout-puissant, le manipulateur, était terrifié. « Marguerite, tu es folle, tu vas me tuer !» criait-il, alors qu'elle continuait à le frapper. « C'est l'idée !» hurlait-elle en retour. Même dans mon état drogué, je comprenais ce qui se passait. Ma mère pouvait le tuer là, maintenant, et elle irait en prison pour ça. Nos vies, déjà brisées, seraient anéanties. Rassemblant toutes mes forces, je me suis traînée au bord du lit et j'ai crié, ma voix encore pâteuse. « Maman, arrête, il n'en vaut pas la peine. » Quelque chose dans mon cri l'a arrêtée. Elle m'a regardée, puis l'aiguille à coudre qu'elle tenait, tachée de son sang, puis son propre tablier, également maculé. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» a-t-elle murmuré. Profitant de cet instant d'hésitation, Jacques a couru vers la porte d'entrée. J'ai entendu ses pas précipités, la porte claquer violemment. Il avait fui. Marguerite a lâché l'aiguille et s'est précipitée vers moi, m'enlaçant, pleurant comme je ne l'avais jamais vue pleurer. « Ma fille, pardonne-moi de ne pas avoir vu. Comment ai-je pu être si aveugle? » J'ai enfin pu l'enlacer en retour, mes bras retrouvant un peu de force. « Ce n'était pas ta faute, maman. » Quand j'ai retrouvé assez de lucidité pour parler clairement, je lui ai tout raconté. Depuis le premier attouchement à 8 ans jusqu'à cette nuit, chaque abus, chaque menace, chaque manipulation. C'était comme vider 8 ans de poison, de secrets corrosifs. Marguerite écoutait en silence, des larmes coulant sur son visage, hochant la tête, serrant mes mains. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant, ma chérie ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. « J'avais peur que tu ne me crois pas, peur de détruire notre famille. »« Quelle famille ?» a-t-elle répondu, amère. « Une famille bâtie sur des mensonges et de la douleur n'est pas une famille, c'est une prison. » Cette nuit-là, elle a appelé la police. Les officiers sont arrivés, leurs visages graves. Marguerite leur a tout raconté, ce qu'elle avait vu, ce que je lui avais révélé. Ils ont pris nos dépositions, regardant autour d'eux avec des expressions sérieuses. « Madame, vous avez attaqué votre mari avec une arme, » a dit l'un d'eux. « C'est une tentative d'homicide. »
C'était de la légitime défense, a répondu Marguerite sans hésiter. Il droguait et abusait de ma fille. Je le referais s'il le fallait. Un autre officier, plus âgé, a hoché la tête. Nous noterons cela comme la défense d'un mineur en situation de flagrant délit, mais nous devons emmener la fille à l'hôpital pour des examens. Cette nuit a tout changé. Le secret était exposé, le masque arraché, le monstre révélé. La douleur était immense, le chemin à venir terrifiant, mais pour la première fois en 8 ans, je sentais que je pouvais respirer. Le cauchemar n'était pas fini. En réalité, il ne faisait que commencer d'une certaine manière, mais maintenant, je n'étais plus seule. J'avais ma mère à mes côtés, prête à se battre pour moi, à me protéger comme elle aurait toujours dû le faire. Et cela changeait tout. Cette nuit où ma mère, Marguerite, a affronté Jacques, mon père, mon bourreau, a marqué un tournant dans ma vie. Ce fut le moment où les ténèbres ont été percées par un éclat de lumière, où le silence imposé par 8 années d'abus a été brisé par le cri de rage d'une mère découvrant l'horreur infligée à sa fille. Mais ce n'était que le début d'un long voyage, un chemin semé d'embûches où la douleur, la honte et la colère continuaient de me ronger, tandis que la société, cruelle et hypocrite, s'acharnait à nous juger, à nous salir, à protéger l'indéfendable. Jacques était parti, mais son ombre planait encore, et les trahisons, les mensonges, les jugements des autres ont attisé une fureur en moi qui brûle encore aujourd'hui. Ce chapitre de ma vie, celui de la reconstruction, est une histoire de combat, de résilience, mais aussi de rage contre ceux qui ont choisi de fermer les yeux, de soutenir un monstre, de faire de moi et de ma mère des parias pour avoir osé dire la vérité. Écoutez, ressentez cette injustice et laissez la colère vous envahir face à un monde qui protège trop souvent les coupables au détriment des victimes. La police a emmené Jacques 3 jours plus tard, dans une ville à une centaine de kilomètres de chez nous. Il se cachait chez un cousin, un homme aussi lâche que lui, qui l'avait hébergé sans poser de questions. Selon le rapport, il s'est rendu sans résistance, comme s'il savait que son règne de terreur touchait à sa fin. Mais cette arrestation, bien qu'un soulagement, n'a pas effacé la douleur. Au contraire, elle a ouvert la porte à une nouvelle épreuve. Le procès. Ce fut un calvaire, un spectacle public où ma vie, ma souffrance, étaient disséquées sous les yeux d'étrangers. Le pire, l'avocat de Jacques, M. Harris, un homme maigre avec un regard de vautour, a tout fait pour me détruire. Sa stratégie était claire, me discréditer, me faire passer pour une menteuse, une adolescente perturbée en quête d'attention. N'est-il pas étrange, mademoiselle Émilie, que vous n'ayez jamais rien dit pendant toutes ces années? Demandait-il, sa voix dégoulinante de mépris. Pas à votre mère, pas à vos enseignants, pas à vos médecins. J'ai parlé à mon amie Sarah, répondais-je, la voix tremblante mais déterminée. Et il m'a menacée, il a dit que personne ne me croirait, tout comme vous essayez de faire croire que je mens maintenant. Ces insinuations, ces accusations étaient une insulte à ma douleur. Comment osait-il? Comment pouvait-il se tenir là, dans un tribunal, et suggérer que j'avais inventé cette horreur? Chaque mot qu'il prononçait était un coup de poignard, une tentative de me réduire au silence une fois de plus. Et le pire, c'était que certains y croyaient. Le révérend Thomas, ce traître, cet hypocrite qui avait accepté les pots de vin de Jacques, a eu l'audace de témoigner en sa faveur. Sous serment devant Dieu et les hommes, il a déclaré « Jacques est un homme bon, un père dévoué, un pilier de notre communauté. Ces accusations sont absurdes. » Et ça, absurde? Mes 8 années de cauchemar, mes nuits à prier pour que tout s'arrête, mes jours à porter ce maudit collier comme une marque de honte, tout cela absurde. J'avais envie de me lever, de hurler, de lui arracher sa Bible des mains et de la lui jeter au visage. Comment un homme de foi pouvait-il mentir ainsi, protéger un monstre qui avait détruit une enfant?
Sa complicité, son sourire mielleux pendant qu'il parlait, me rendait folle de rage. Il n'était pas seulement un menteur, il était complice, un rouage dans la machine de terreur de Jacques. Et pourtant, il était là, respecté, écouté, tandis que moi, la victime, j'étais scrutée, jugée, mise en doute. Madame Carter, la voisine malveillante, a aggravé les choses. Elle a répandu des rumeurs dans tout le quartier, disant que Marguerite était une mauvaise mère, une femme incapable de tenir son foyer, qui avait laissé son mari devenir un monstre. Si elle avait été plus attentive, rien de tout cela ne serait arrivé, chuchotait-elle aux autres femmes qui hochaient la tête, complices dans leur ignorance. Ces ragots, ces jugements cruels, étaient une trahison d'une autre sorte. Marguerite, qui avait tout sacrifié pour me protéger dès qu'elle avait su, était maintenant vilipendée, humiliée. Et moi, j'étais la fille troublée, celle qui, selon Madame Carter, avait provoqué son propre père. Ces mots me donnaient envie de crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, de confronter chaque personne qui osait répéter ces mensonges. Comment pouvait-il blâmer une enfant? Comment pouvait-il tourner le dos à une mère qui se battait pour sa fille? Cette injustice, cette cruauté gratuite me consumait de rage. À l'école, les choses n'étaient pas meilleures. Tommy, le garçon cruel du voisinage, a intensifié ses moqueries. « Alors, Émilie, t'as fait enfermer ton père, hein? T'es une vraie héroïne de tragédie, » lançait-il en riant, entouré de ses amis. Ces mots, ces rires, étaient comme du sel sur mes blessures. Mes camarades de classe, eux, m'évitaient comme si ma douleur était contagieuse. Certains chuchotaient dans les couloirs, me lançant des regards méfiants. « Elle a tout inventé, » disaient-ils. Elle voulait juste attirer l'attention. Ces accusations, ces jugements d'enfants ignorants amplifiaient ma colère. J'avais envie de hurler la vérité, de leur raconter chaque détail sordide pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ressentent ne serait-ce qu'une fraction de ma douleur. Mais je me taisais, parce que parler, c'était revivre, et revivre, c'était trop. Heureusement, il y avait M. Daniels, le conseiller d'orientation. Rongé par la culpabilité d'avoir cru les mensonges du révérend Thomas, il a commencé à m'aider discrètement. Il me glissait des livres dans mon casier, des romans d'aventure, des poésies, tout ce qui pouvait m'offrir une évasion. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie », me disait-il lors de nos rares conversations. « Ce que tu as vécu ne te définit pas. » Ces mots étaient un baume, mais ils ne pouvaient pas effacer la rage que je ressentais face à l'injustice du monde. Pourquoi fallait-il que ce soit moi, une adolescente brisée, qui doive prouver sa vérité? Pourquoi les adultes, ceux qui auraient dû me protéger, étaient-ils si prompts à croire les mensonges de Jacques? Le procès a duré 6 mois de témoignages douloureux, de questions invasives, de regards de pitié ou de jugement. Chaque fois que je devais parler, c'était comme arracher une croûte sur une blessure à vif. Je devais raconter encore et encore les attouchements, les menaces, la nuit où il m'a droguée. Chaque détail était une torture, chaque mot un rappel de ma souffrance. Et pourtant, je devais continuer, parce que si je me taisais, Jacques gagnerait. Marguerite souffrait autant que moi. Elle était dévastée par la culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas m'avoir protégée. Lors du procès, l'avocat de Jacques l'a attaqué sans pitié. « Ah, ne pensez-vous pas que vous avez réagi de manière excessive en attaquant votre mari avec une aiguille ?» demandait M. Harris, son ton accusateur. « Vous auriez pu appeler la police au lieu de prendre la justice entre vos mains. » Ah, Marguerite, droite et inflexible, a répondu. Quand j'ai vu cet homme, mon mari, abusé de ma fille droguée, je n'ai vu que du rouge. Je n'ai pas pensé, j'ai agi. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. Aïe, Kassaeo. Sa force, sa rage, était une inspiration,
mais aussi un rappel de l'injustice. Pourquoi devait-elle se défendre pour avoir protégé son enfant? Un jour, alors que le procès traînait en longueur, une nouvelle trahison est venue s'ajouter à ma colère. Linda, la cousine de Jacques, celle chez qui il s'était caché, est venue me voir. Elle s'est présentée chez nous, les yeux baissés, un air de fausse compassion sur le visage. « Émilie, je t'en prie, retire ta plainte », m'a-t-elle supplié. « Jacques est un homme brisé. Il regrette. Pense à la famille, à ce que ça nous fait à tous. » Et... oh, ça... J'étais abasourdie. Comment osait-elle? Mais elle a continué, et ses mots m'ont glacé le sang. Il m'a fait la même chose, tu sais, quand j'étais plus jeune, mais j'ai pardonné. Pour le bien de la famille, tu devrais faire pareil. Cette révélation, cette confession d'une autre victime qui avait choisi le silence, m'a rempli d'une rage indescriptible. Jacques n'était pas seulement un monstre, il était un prédateur en série, un homme qui avait brisé plusieurs vies sans jamais être arrêté. Et Linda, au lieu de se battre, au lieu de le dénoncer, voulait que je me taise pour protéger son image? Cette complicité, ce choix de préserver un monstre au nom de la famille, était une trahison qui me donnait envie de hurler, de tout casser, de faire payer à tous ceux qui avaient laissé Jacques agir impunément. Finalement, la sentence est tombée. Jacques a été condamné à 12 ans de prison pour viol sur mineur et autres crimes connexes. Le juge, M. Roberts, un homme sévère mais juste, a prononcé des mots qui m'ont marqué. La société confie aux parents la mission sacrée de protéger leurs enfants. Quand cette confiance est brisée de la manière la plus vile, la justice doit être rigoureuse. Oh... Ce jour-là, en quittant le tribunal, j'ai senti un poids immense s'enlever de mes épaules. Jacques était en prison. Il ne pouvait plus me faire de mal. La justice avait été rendue, du moins sur le papier. Mais la guérison, elle, ne faisait que commencer. Marguerite et moi avons pris une décision radicale. Vendre la maison. Ces murs étaient imprégnés de trop de souvenirs, de trop de douleurs. Chaque pièce était un déclencheur, chaque coin un rappel de ce que j'avais enduré. Nous avons obtenu un bon prix. Ironiquement, le scandale avait attiré des acheteurs morbides. Avec cet argent, nous avons loué un petit appartement à Chicago, loin des regards indiscrets, loin des ragots de Madame Carter et des sermons hypocrites du révérend Thomas. Ce déménagement était comme un rituel de purification. Nous avons laissé derrière nous les meubles, les objets, tout ce qui portait l'énergie de cette maison maudite. Nous avons acheté de nouvelles choses, simples mais nôtres, non contaminées par le passé. Marguerite a transformé le salon de l'appartement en atelier de couture, investissant dans une nouvelle machine, plus moderne, et commençant à accepter des commandes plus complexes, des robes de mariée, des costumes sur mesure. « Je pense à suivre un cours de mode », m'a-t-elle dit un soir, en cousant une broderie délicate. Peut-être ouvrir mon propre atelier un jour, avec mon nom sur la porte. C'était la première fois depuis des mois que je la voyais rêver d'un avenir. C'était comme voir une fleur pousser à travers le béton, improbable mais magnifique. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Hélène, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles. Au début, c'était difficile. Les mots restaient coincés dans ma gorge, les émotions trop floues pour être exprimées. « Pas besoin de se presser », me disait-elle avec sa voix calme qui devint mon refuge. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y a des bons jours et des mauvais jours. L'important, c'est d'avancer, un pas à la fois. Un pas à la fois. Ce mantra m'a accompagné dans les mois qui ont suivi, quand les cauchemars me réveillaient en sueur,
quand les crises de panique me laissaient essouffler au milieu d'une classe, quand la simple vue d'un homme ressemblant à Jacques me faisait geler sur place. Marguerite aussi a commencé une thérapie, rongée par la culpabilité. Ses cheveux noirs se teintaient de gris, comme si la douleur vieillissait son corps plus vite que le temps. « Ce n'est pas ta faute », lui répétais-je, dans un renversement des rôles où la fille consolait la mère. « Tu ne savais pas. Et quand tu as su, tu as tout fait pour me protéger. » À l'école, j'ai trouvé refuge dans la bibliothèque, parmi les livres où personne ne me regardait étrangement, où personne ne chuchotait dans mon dos. C'est là que j'ai rencontré David, un jeune professeur de littérature récemment diplômé, plein d'idées nouvelles. Il animait un club de lecture qui est vite devenu mon moment préféré de la semaine. « Tu as un regard critique très intéressant », m'a-t-il dit après une discussion sur Mark Twain. « As-tu pensé à étudier la littérature ?» Cette question a ouvert une porte que je n'avais jamais osé envisager. Un avenir, des possibilités, des choix. « Peut-être, » ai-je répondu, sentant une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Mais la paix que nous commencions à construire a été ébranlée par une nouvelle insupportable. Moins d'1 an après sa condamnation, Jacques a déposé une demande de révision de peine, invoquant un bon comportement et un prétendu remords. Cette nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. « Il ne peut pas sortir !» ai-je paniqué, les cauchemars revenant en force. « Pas après tout ce qu'il a fait !» Marguerite, avec une détermination féroce, a promis « Il ne sortira pas. Je vais engager le meilleur avocat. Je vais alerter la presse s'il le faut. Il purgera chaque jour de ses 12 ans. » Et ça... Emalpé l'a fait. Elle a économisé, travaillé des heures supplémentaires, vendu les derniers bijoux de son mariage et engagé M. Davidson, un avocat pénaliste réputé. Ensemble, ils ont rassemblé des preuves, des témoignages, tout ce qui pouvait garantir que la demande serait rejetée. En attendant la décision, j'étais terrifiée. L'idée que Jacques puisse revenir, qu'il puisse nous retrouver, me rendait malade. Cette peur, cette capacité qu'il avait encore, même derrière les barreaux, à nous terroriser, était une injustice qui me mettait hors de moi. Pourquoi la justice donnait-elle une chance à un monstre comme lui? Pourquoi devions-nous, les victimes, continuer à vivre dans la peur? Quand la réponse du juge est arrivée, demande rejetée, ce fut un autre moment de soulagement, une autre petite victoire. Jacques resterait en prison. Mais l'impact psychologique de cette peur était immense. J'ai réalisé qu'il avait encore du pouvoir sur nous, qu'il pouvait encore nous déstabiliser. Je ne veux plus vivre comme ça, ai-je confié au docteur Hélène. Je ne veux pas que chaque nouvelle, chaque démarche légale, chaque année qui passe me fasse revivre tout ça. « Et comment veux-tu vivre ?» m'a-t-elle demandé, son ton doux mais provocateur. La question m'a prise de court. Comment voulais-je vivre? J'avais été si occupée à survivre que j'avais oublié de rêver. « Je veux être libre », ai-je enfin répondu. Libre de lui, libre de la peur, libre du passé. Et qu'as-tu besoin pour atteindre cette liberté? La réponse n'est pas venue tout de suite. J'ai passé des jours à y réfléchir, à comprendre ce que signifiait être libre. Et puis, j'ai compris. Le pardon. Pas pour lui. Je ne pourrais jamais pardonner ce qu'il avait fait, mais pour moi-même. Pardonner de ne pas avoir parlé plus tôt, d'avoir enduré en silence, d'avoir cru que c'était ma faute. Et pardonner à Marguerite, non pas avec des mots vides, mais avec une véritable compréhension qu'elle n'avait pas su, qu'elle n'avait pas vue, mais qu'elle avait tout fait pour me sauver quand elle l'avait découvert. L'histoire d'Émilie, marquée par la douleur et la résilience, m'a profondément bouleversée. Elle révèle la cruauté de ceux qui trahissent la confiance sacrée, mais aussi la force de l'amour et du courage pour surmonter l'indicible. En France, où l'honneur et la solidarité familiale sont chers,
Cette histoire nous enseigne l'importance de l'écoute et de la vigilance pour protéger les plus vulnérables. Appliquons cette leçon. Brisons le silence, soutenons les victimes et construisons un monde où la vérité triomphe. Soyons des alliés, pas des spectateurs. Si l'histoire d'Émilie vous a touché, mes amis, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo pour briser le silence, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires et laissez un commentaire avec « Courage » pour montrer que vous êtes avec nous. Dites-nous d'où vous regardez et ensemble, faisons entendre la voix des survivants.